Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre Genet, essai graphique de Hervé Castanet, illustré par Yves Rouvière. Jean Genet, 1910 à 1986, est l'un des écrivains les plus décisifs du XXe siècle. Son œuvre, constituée de poèmes, romans autobiographiques, pièces de théâtre et courts essais, a fait l'objet d'attaques violentes, toujours vives après sa mort. On veut n'y voir qu'indécence, provocation ou homosexualité mise à nu. Sa défense des mouvements révolutionnaires en fit un ennemi déclaré. Se comprendre, Genet entend rompre avec les images d'Épinal. Genet est en guerre, et d'abord contre lui-même. Que cherche-t-il? Que le mal explose et laisse lecteurs et spectateurs perdus, hagards, ne trouvant de recours qu'en eux. Hervé Castanet, professeur des universités, membre de l'école de la cause freudienne, et psychanalyste à Marseille. Il a publié plus d'une vingtaine de livres dont Tricheur de sexe, 2010, Comprendre Freud, 2011, et Comprendre Lacan, 2013, chez Max Milo. Yves Rouvière est illustrateur. Il a collaboré à de nombreux titres de la collection Comprendre essai graphique. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Apporter la pagaille chez moi-même. Jean Genet naît à Paris le 19 décembre 1910. Il y meurt le 15 avril 1986. Ces deux dates ne suffisent-elles pas? Ne faut-il pas aussitôt embrayer sur son œuvre de poète et de dramaturge, qui en fait l'un des écrivains les plus importants du XXe siècle? La vie concrète de Genet a toujours intéressé ses contemporains et ses commentateurs. Pourquoi? Elle est d'abord apparue comme une légende tissée par les mots de ses 5 romans, rédigés entre 1942 et 1946, qui sont autant de fictions autobiographiques. Qui dit légende dit récit héroïsé, dont on oublie souvent que, plutôt qu'un regard objectif sur ce qui fut, il est un dispositif rhétorique créant et les faits et leurs agencements. Ensuite, cette légende rédigée dans un style lyrique aux accents mystiques n'est pas qu'une invention littéraire. Oui, Jean Genet fut un petit voleur qui fréquenta les lieux louches et ceux qui y vivent. Oui, il n'aima que les hommes et parfois se prostitua avec eux. Oui, il n'alla pas au-delà du seul certificat d'études, passé dans une province rurale. Oui, il erra dans toute l'Europe comme un SDF, fit de la prison à de nombreuses reprises, risqua pour de bon de se retrouver dans un camp de concentration et d'être relégué au bagne d'où les prisonniers ne revenaient pas. Oui, il côtoya les plus grands écrivains et intellectuels de son temps, de Cocteau à Sartre et Simone de Beauvoir en passant par Giacometti, Louis Jouvet, Gaston Gallimard, Lacan, Derrida et tant d'autres. Certains d'entre eux l'admirèrent et l'aidèrent à obtenir la grâce du président de la République d'alors. À lire cette énumération, le lecteur se demande aussitôt comment une petite frappe devint un écrivain de cette ampleur dès la publication Sous le manteau, en 1942, lorsqu'il est encore emprisonné, de son premier poème, Le condamné à mort, et de son premier roman, consacré au monde des tantes, Notre-Dame des Fleurs. Il fut célèbre, du jour au lendemain. Cette réussite littéraire ne fut pas passagère, liée à un moment de l'histoire de France ou à l'état de la littérature à cette période. Il ne fut pas un météore. Sa gloire s'amplifia toujours avec sa légende. Après sa mort, il demeure un auteur lu, commenté, publié en édition de poche et dans la Pléiade. Les recherches universitaires se sont multipliées. Ses pièces sont jouées en France et dans le monde entier. La fin de sa vie, sur une période de 20 ans, le vit défendre des causes perdues. Les Black Panthers, la bande à Bader puis les Palestiniens. Ses prises de position, souvent radicales, firent polémique. L'affaire Genet n'est pas close. Ces dernières années, des livres l'ont accusé, citation à l'appui, d'antisémitisme décidé. D'autres ont fermement récusé cette lecture. Bref, Genet ne laisse pas indifférent et son œuvre garde tout son pouvoir. À la fin de son livre Les vérités inavouables de Jean Genet, qui entend déconstruire les interprétations bien pensantes du poète et montrer l'affinité entre son esthétique et l'idéal fasciste,
l'historien Ivan Jablonka ne peut s'empêcher d'écrire en 2004 « Il est temps de refermer cet essai et d'ouvrir un livre de Genet ». On verra alors avec mélancolie à quel point tout appareil critique est voué à s'effacer devant la beauté venimeuse de ces lignes, qui continuent à troubler, à ravir, à affecter, malgré tout. L'écriture de Genet, malgré tout, produit ses effets même sur celui qui veut faire œuvre de démystification. En 1993, l'écrivain américain Edmund White publie chez Gallimard une biographie magistrale et très documentée, Jean Genet. Il y recueille de nombreux témoignages. En 1988, Albert Dichy, sous la responsabilité duquel est placé le Fonds Genet, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, IMEC, et Pascal Fouché avaient publié un essai de chronologie, 1910 à 1944. En 2010, les mêmes font paraître un très complet Jean Genet. Matricule 192 102. Chronique des années 1910 à 1944. Ces livres sont essentiels pour départager ce qui relève de la fiction écrite de ce qui est, grâce à l'archive, objectivement prouvable. Sur la fin de la vie de l'écrivain, Adrien Laroche a publié, en 1996, le dernier Genet dans lequel il interroge son engagement politique, de 1968 à 1986, en le resituant dans son contexte. Donnons quelques balises de la vie de l'auteur, tirées de la chronologie que Dichy a intégrée au livre de White. Les documents administratifs retrouvés nous apprennent que son père est inconnu. On saura plus tard, mais son fils jamais, qu'il portait le patronyme de Frédéric Blanc et a 42 ans à la naissance de Jean en 1910. Ce nom fit sourire les commentateurs de Genet, qui n'ont pas oublié ce qu'il confiait en 1975 à Hubert Fitch dans un long entretien. « Je suis peut-être un noir qui a les couleurs blanches ou roses mais noires. » Sa mère, quant à elle, se nomme Camille Gabriel et a alors 22 ans. Il n'a que 7 mois quand, en juillet 1911, elle l'abandonne faute de moyens matériels pour assurer ses besoins et payer sa nourrice. Jean devient pupille de l'assistance publique et est aussitôt placé chez des parents nourriciers plutôt aimants, à Aligny, dans le Morvan. Dès 1920, il commence à chaparder. En 1923, il est reçu premier de la commune au certificat d'études. En 1924, a lieu la première d'une longue série de fugues. En 1925, accusé d'abus de confiance, il est examiné en psychiatrie infantile. Le diagnostic tombe, un certain degré de débilité et d'instabilité mentale et qui nécessite une surveillance spéciale. En 1926, il est interné à la colonie pénitentiaire de Mettray, où il restera 2 ans et demi. De 1929 à 1944, il s'engage plusieurs fois dans l'armée, déserte et vagabonde, vole et est systématiquement arrêté. Dans un entretien avec Bertrand Poirot Delpech, en 1982, à la question « Au total, avez-vous fait le compte de vos condamnations et de leur durée ?» Il répond « Oui, 14 ans. » 1942. Malgré quelques vicissitudes, 9 mois en prison. C'est la grande année de la vie de Genet, celle qui voit la transformation quasi magique du petit délinquant en grand écrivain. Il rédige Le Condamné à mort et Notre-Dame des Fleurs. Il rencontre Jean Cocteau au zénith de sa renommée, en 1943. Pour ce dernier, le choc est rude. Parfois il arrive un miracle. Par exemple, Le Condamné à mort, de Jean Genet. Ce long poème est une splendeur. L'érotisme de Genet ne choque jamais. Son obsession n'est jamais obscène. Un grand mouvement magnifique domine tout. La prose qui termine est courte, insolente, hautaine. Style parfait. Il ajoute « Jean Genet m'a apporté son roman. 300 pages incroyables, où il crée de toutes pièces la mythologie des tantes. La bombe Genet. Ce livre est là dans l'appartement, terrible, obscène, impubliable, inévitable. On ne sait par où le prendre. Il est. Il sera. Pour moi, c'est le grand événement de l'époque. Cocteau décide de publier ses textes, Notre-Dame des Fleurs me brûle. Et si je le brûlais, il me brûlerait davantage. Miracle de la rose est écrit la même année. Un expert psychiatre, Henri Claude,
nommé par un juge, le décrit ainsi. Il appartient aux débiles de la volonté et du sens moral, insuffisamment actifs de leur faculté de redressement qu'un homme normal doit mettre en jeu. 1944. Il est libéré et ne retournera jamais en prison. Cette année-là, il rencontre Jean-Paul Sartre, l'intellectuel le plus célèbre de son temps. Pendant des années, ils parleront ensemble des heures durant. Sartre prend des notes et publiera en 1952 une somme de plus de 600 pages, Saint-Genet, comédien et martyr. Il est de bon ton de critiquer ce pavé. Sartre fait du Sartre sur le dos du poète. Il se trompe sur tel ou tel point. Il n'en demeure pas moins que ce livre, premier tome des œuvres complètes de Genet chez Gallimard, est époustouflant d'intelligence et de rigueur, un maître essai. Les critiques aiment à penser que cet ouvrage écrasa Genet. Celui-ci est plus léger, presque indifférent. En 1982, à la question « L'avez-vous été vous-même modifié par ce qu'il Sartre a écrit ?» Il répond « Eh bien, j'ai jamais lu complètement ce qu'il avait écrit, ça m'ennuyait. C'est assommant. » Il termine Pompe funèbre. Le roman Journal du voleur et la pièce Haute surveillance date de 1945, Querelle de Brest de 1946. La création des Bonnes a lieu en 1947, dans une mise en scène de Louis Jouvet. En 1948, Adam Miroir, ballet, est monté par Roland Petit. L'enfant criminel, destiné à une émission de radio, et une pièce, Splendides, sont publiés. Le 12 août 1949, il obtient une grâce présidentielle mais ne retrouvera jamais ses droits civiques, celui de voter par exemple. En 1950, il réalise un film muet, Un chant d'amour, et rédige 2 courts textes en hommage à Léonore Fini et Jean Cocteau. En 1952, il écrit un scénario, Le bagne, et suite à la parution du livre de Sartre, informe Cocteau qu'il a brûlé 5 années de travail. Adichie, qui parle de crise morale, voit une relation de cause à effet entre cette parution et cette destruction. Genet fait la connaissance de Décimo, dont il tombe amoureux à Rome. Il retrouve sa puissance de création en 1955 et rédige, entre cette date et 1957, des essais percutants. Le funambule, Le secret de Rembrandt, L'atelier d'Alberto Giacometti, des œuvres théâtrales, Le balcon, Les nègres et Commencent les paravents. Ces 3 longues pièces sont considérées comme ses meilleures, et le mot de chef-d'œuvre est associé systématiquement à la dernière. Il rencontre Abdallah, âgé de 19 ans, en fait son amant et veut le transformer par une pression autoritaire en un funambule de génie. Il rédige la pièce Elle, qui pourrait être un acte du balcon. La dernière œuvre publiée de son vivant, en 1961, et Les paravents. En 1964, suite à plusieurs blessures et à l'impossibilité de devenir le funambule rêvé par son amant, Abdallah se suicide. Genet, très affecté, décide de ne plus écrire. Les paravents, en 1966, sont représentés à l'Odéon-Théâtre de France dans une mise en scène de Roger Blin. Jean-Louis Barrault, directeur du théâtre, y tient un rôle. Il y a des bagarres. L'extrême droite croit y voir une pièce contre l'armée française. Les CRS défendent les représentations. On en cause à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Culture, André Malraux, défend la pièce. 1967. Genet tente de se suicider à Domodossola, Italie, en absorbant des somnifères. Pendant les événements de mai 68, il est présent à Paris, mais ne se fait aucune illusion et refuse de prendre la parole en public. Il parle de mimodrame. Il écrit son premier article politique et assiste à une convention démocrate aux USA. À partir de 1969, il est prioritairement préoccupé par le sort des immigrés maghrébins. Il dira en 1982, « La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tant que la France ne fera pas cette politique qu'on appelle Nord-Sud, tant qu'elle ne se préoccupera pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies, la politique française ne m'intéressera pas du tout. » Les Black Panthers lui demandent son soutien en 1970. Il part sur le champ pour les USA,
en passant clandestinement la frontière avec le Canada. Il vit avec les militants noirs pendant 2 mois et y rencontre notamment Bobby Seale, David Hilliard, George Jackson, dont il préfacera le livre Frères de Soledad, Angela Davis. Les Panthers mettaient en jeu toute une affectivité qui nous manque, et cette affectivité ne venait pas du fait qu'ils étaient d'origine africaine, qu'ils sont noirs, mais simplement ils sont bannis, ils étaient au banc et depuis 4 siècles. Il écrit plusieurs articles de soutien. En août, il visite les camps palestiniens. Il revient sur la scène politique en 1974. Cette année-là, il rencontre son dernier compagnon, Mohamed El-Katrani, et Derrida rédige un gros livre sur Genet, Glas. En 1975, il s'entretient longuement avec Hubert Fitch, romancier et journaliste allemand. En 1977, il soutient la bande à Bader malgré ses actes terroristes en rédigeant un article paru dans Le Monde, Violence et brutalité. En 1979, il est atteint d'un cancer de la gorge. Genet s'installe au Maroc en 1982 et se rend au Moyen-Orient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.